Sous les regards moqueurs, Élodie acheta un cheval boiteux que tous condamnaient à l'abattoir. Dans ses yeux éteints, elle avait vu ce que personne n'osait imaginer. Elle âme d'un futur champion. Le soleil se levait paresseusement sur les collines verdoyantes de Saint-Martin-de-Crau, petit village niché dans le cœur de la Provence. Les premiers rayons dorés caressaient les toits des écuries du domaine Beauregard, illuminant le visage de Élodie Deschamps qui, à 17 ans, s'affairait déjà aux tâches matinales. Ses mains calleuses témoignaient des années passées à travailler la terre et à s'occuper des animaux de la modeste ferme familiale. « Élodie, le petit déjeuner est prêt. » La voix de sa mère, Martine, résonnait depuis la cuisine de leur vieille maison de pierre. « J'arrive, maman !» répondit la jeune fille, rangeant rapidement la fourche avec laquelle elle nettoyait l'enclos des chèvres. En rejoignant la cuisine aux poutres apparentes, Élodie essuyait la sueur de son front. Ses cheveux châtains, attachés en une queue de cheval négligée, encadraient un visage aux traits fins marqués par la détermination. Ses yeux d'un vert intense scrutaient le calendrier accroché près de la table en bois usé par le temps. « C'est aujourd'hui, murmura-t-elle, son doigt traçant le cercle rouge qui entourait la date, les enchères de Marseille. Son père, Henri, leva les yeux de son journal, le front plissé. « Tu es sûr de vouloir y aller ? Ces enchères sont fréquentées par des professionnels, des éleveurs fortunés. Ce n'est pas un endroit pour une fille de fermier qui n'a que ses économies à offrir, compléta Élodie avec un sourire résigné. Je sais, papa, mais j'ai travaillé pour ce moment depuis 3 ans. Henri soupira, posant sa tasse de café. 8 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais pour un cheval de qualité aux enchères de Marseille, ce n'est presque rien. Élodie s'assit, son regard déterminé rencontrant celui, inquiet, de son père. Je ne cherche pas un champion tout fait. Je cherche un cheval avec du potentiel, un cheval que personne d'autre ne voit. Martine déposa une assiette de œufs devant sa fille, comme Monsieur Lambert t'a enseigné. Le nom de son mentor fit sourire Élodie. Victor Lambert, propriétaire du haras voisin, lui avait appris tout ce qu'elle savait sur les chevaux. C était lui qui lui avait permis de monter pour la première fois à l'âge de 7 ans, en échange de son aide à l'écurie. C était également lui qui l'encourageait à poursuivre son rêve d'avoir son propre cheval, malgré les moyens limités de sa famille. « Il m'accompagnera aujourd'hui », confirma Élodie. Il dit qu'il faut savoir voir au-delà des apparences. 3 heures plus tard, Élodie descendait du vieux camion de Monsieur Lambert devant le centre équestre de Marseille. L'endroit grouillait d'activité. Des hommes d'affaires en costumes élégants côtoyaient des éleveurs, au visage buriné par le soleil, tous venus pour la vente annuelle de chevaux de sport. « N'oublie pas ce que je t'ai dit », lui rappela Victor Lambert, un homme d'une 60aine d'années au visage tanné et aux yeux bleus perçants. « Observe comment ils bougent, pas seulement comment ils paraissent. » Élodie hocha la tête, serrant son sac contenant toutes ses économies. Elle avait travaillé chaque été dans les vignobles voisins, économisé chaque euro de ses anniversaires, vendu des confitures faites maison au marché local. Tout cela pour ce jour. À l'intérieur, l'arène centrale était entourée de gradins où les acheteurs potentiels prenaient place. Élodie et Monsieur Lambert s'installèrent au dernier rang, observant les chevaux présentés un à un. Des pur sang arabes aux andalous majestueux, chaque animal semblait plus impressionnant que le précédent, et les enchères montaient à des sommes qui donnaient le vertige à la jeune fille. « Ne t'inquiète pas », chuchota Victor en voyant son expression. « Il y a toujours des lots moins prisés en fin de vente. » Le temps passait et l'espoir d'Élodie diminuait à mesure que les chevaux défilaient, tous hors de sa portée financière. Puis, alors que la vente touchait à sa fin, un murmure parcourut l'assemblée lorsque le dernier lot fut introduit. Un magnifique étalon bai entra dans l'arène, sa robe à cajou brillant sous les projecteurs. Malgré sa beauté évidente, quelque chose clochait. Il boitait légèrement de l'antérieur droit et son regard semblait éteint, comme si toute vie l'avait quitté.
Lot numéro 42, Tonnerre de Bresse, étalon de 6 ans, annonça le commissaire-priseur d'une voix monotone. Papiers en règle, descendant de lignée prestigieuse. Mise à prix, 3 000 €. Un silence embarrassant s'installa. Personne ne leva la main. 2 000 € proposa le commissaire-priseur, visiblement mal à l'aise. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Elle observait l'animal avec une intensité qui surprit même M. Lambert. « Il est blessé, Élodie, lui murmura-t-il. Ce n'est peut-être pas réparable. Regardez ses yeux, répondit-elle doucement. Il n'a pas abandonné. Il attend juste que quelqu'un croie en lui. Avant que son mentor puisse l'arrêter, Élodie leva la main. « 2 000 € pour la jeune fille, au fond ?» annonça le commissaire-priseur, soulagé. « Quelqu'un pour surenchérir ?» Un homme en chapeau de cow-boy tourna la tête vers Élodie, elle évaluant d'un regard avant de secouer la tête avec dédain. Personne d'autre ne semblait intéressé par un cheval boiteux, adjugé vendu pour 2 000 €. Le marteau s'abattit, scellant un destin que personne dans cette salle ne pouvait imaginer. Élodie Deschamps venait d'acheter son premier cheval, un animal que tous avaient rejeté, mais dans lequel elle voyait une lueur d'espoir. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour marquerait le début d'une aventure extraordinaire qui transformerait non seulement la vie de ce cheval blessé, mais aussi la sienne. La paperasse fut rapidement réglée, et Élodie se retrouva officiellement propriétaire de Tonnerre de Bresse. Lorsqu'elle s'approcha de l'étalon dans l'enclos d'attente, l'animal recula, méfiant. Ses oreilles se plaquèrent en arrière et ses naseaux se dilatèrent en signe de nervosité. « Doucement, mon beau » murmura Élodie, tendant une main ouverte vers lui. « Je ne te veux aucun mal. » Monsieur Lambert observait la scène à distance, son visage trahissant une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. Élodie fit un pas en avant, puis un autre, parlant d'une voix douce et mélodieuse. « Ça va aller maintenant. Tu es à moi et je vais prendre soin de toi. » Contre toute attente, Tonnerre cessa de reculer. Ses oreilles se redressèrent légèrement, comme s'il écoutait attentivement cette voix qui ne portait ni peur ni jugement. Lorsque la main d'Élodie toucha enfin son museau, elle étalon frémit, mais ne se déroba pas. « C'est bien, » souffla-t-elle. Mais nous avons tout le temps du monde. Le voyage de retour dans la vieille camionnette de Monsieur Lambert fut silencieux. Élodie, assise à l'arrière avec Tonnerre, caressait doucement l'encolure de l'animal, observant sa démarche boiteuse chaque fois qu'il ajustait sa position. « Tu sais que ton père va être furieux, » dit finalement Victor, brisant le silence. Élodie hocha la tête. « Je sais, et tu sais aussi que ce cheval pourrait ne jamais se rétablir complètement. » « Je sais cela aussi, » répondit-elle avec une détermination tranquille. Victor sourit malgré lui. « Tu es aussi têtu que ta grand-mère l'était. » La réaction d'Henri Deschamps fut exactement celle que M. Lambert avait prédite. Debout devant la grange où Tonnerre venait d'être installé, le visage du fermier passait par toutes les nuances de rouge. « 8 000 €! Toutes tes économies pour un cheval estropié !» s'exclama-t-il, gesticulant vers l'animal qui se tenait dans un coin, la tête basse. « Je n'ai dépensé que 2 000 €, papa », corrigea doucement Élodie. « Et il n'est pas estropié, il est blessé, ce n'est pas la même chose. 2 000 ou 8 000, qu'importe, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Cet animal ne te servira à rien d'autre qu'à manger notre foin et vider nos poches en frais vétérinaires. » Martine, qui était restée silencieuse jusque-là, posa une main apaisante sur le bras de son mari. « Henri, calme-toi. Ce qui est fait est fait. J'ai promis de m'en occuper entièrement, » intervint Élodie. « Je paierai tous ces frais avec l'argent que je gagnerai en travaillant au haras de M. Lambert. » « Il m'a déjà proposé plus d'heures. » Henri secoua la tête, exaspéré mais vaincu. « Tu es aussi obstiné que ta grand-mère. » Il tourna les talons et S éloigna d'un pas lourd. Élodie échangea un regard avec sa mère, qui haussa les épaules avec un sourire résigné. « Il s'y fera, » dit Martine.
Il a réagi de la même façon quand j'ai décidé de l'épouser. Cette nuit-là, Élodie ne parvint pas à trouver le sommeil. Vers minuit, elle se glissa hors de la maison et se rendit à la grange. Tonnerre était éveillé, ses grands yeux sombres luisant dans l'obscurité. Il semblait encore plus majestueux dans la lumière argentée de la lune qui filtrait par les interstices du toit. « Je vais te raconter un secret », chuchota Élodie, s'asseyant sur une botte de foin face à l'enclos. « Quand j'avais 9 ans, je suis tombé d'un arbre et je me suis cassé la jambe. Tout le monde disait que je ne pourrais jamais courir aussi vite qu'avant. Mais ma grand-mère, elle disait autre chose. Elle disait que parfois, ce sont les os brisés qui deviennent les plus forts après avoir guéri. » Tonnerre s'approcha lentement, comme s'il comprenait chaque mot. Elle avait raison, j'ai couru plus vite que jamais l'année suivante. Élodie tendit la main à travers les barreaux. « Nous allons te remettre sur pied, Tonnerre. » « Je te le promets. » Les jours suivants établirent une routine. Élodie se levait à l'aube pour s'occuper de Tonnerre avant d'aller à l'école. Elle nettoyait son box, changeait son eau, lui donnait une alimentation spéciale recommandée par le vétérinaire qu'elle avait fait venir dès le lendemain de l'achat. Le diagnostic du docteur Moreau avait été à la fois encourageant et préoccupant. « Ce n'est pas une blessure permanente », avait-il expliqué après un examen approfondi. Il souffre d'une tendinite sévère, probablement due à un entraînement trop intensif et mal adapté. Avec des soins appropriés, du repos et une rééducation progressive, il pourrait récupérer. Mais cela prendra du temps, beaucoup de temps. « Combien de temps ?» avait demandé Élodie. « 1 an, peut-être plus. » Et même alors, il pourrait ne jamais retrouver ses capacités d'origine. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Élodie, tandis qu'elle appliquait soigneusement les compresses froides sur la jambe enflammée de Tonnerre, exactement comme le vétérinaire le lui avait montré. Elle et Talon restaient remarquablement calmes sous ses soins, comme s'ils savaient quelle était sa meilleure chance. Au fil des jours, une confiance mutuelle s'établit entre eux. Tonnerre commença à hennir doucement lorsqu'il entendait les pas d'Élodie approcher de la grange. Et chaque soir, elle lui parlait, lui racontant sa journée, ses rêves, ses espoirs. Dans ces moments-là, elle avait l'impression que plus rien n'existait au monde que ce lien fragile qui se tissait entre un animal blessé et une jeune fille déterminée. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Octobre céda la place à novembre, et les collines de Provence se parèrent des teintes rousses et dorées de l'automne. La vie d'Élodie était devenue un équilibre précaire entre ses études au lycée Saint-Exupéry, son travail au haras de M. Lambert et les soins constants qu'exigeait Tonnerre. « Mademoiselle Deschamps, pourriez-vous nous faire l'honneur de votre attention ?» La voix sévère de Madame Dubois, professeure de mathématiques, tira Élodie de sa rêverie. « Pardon, madame » murmura-t-elle, rougissant sous les regards amusés de ses camarades. « C'est la 3e fois cette semaine que je vous surprends à regarder par la fenêtre au lieu de suivre mon cours. Vos notes en pâtissent, et ce n'est pas ainsi que vous réussirez votre baccalauréat. » Élodie baissa les yeux, honteuse. Elle savait que la professeure avait raison. Ses notes, autrefois excellentes, avaient commencé à baisser. Chaque soir, épuisée par ses journées à rallonge, elle s'endormait sur ses livres, incapable de se concentrer. À la sortie du cours, sa meilleure amie, Camille Lefebvre, l'attrapa par le bras. Avec ses cheveux blonds coupés courts et son sourire perpétuel, Camille était l'exact opposé de Élodie, extravertie, insouciante, toujours prête à rire. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Élo, » dit-elle, l'inquiétude assombrissant ses yeux bleus habituellement pétillants. « Tu as l'air d'un zombie. Ce cheval va te tuer à petit feu. »« Ne dis pas ça, » protesta faiblement Élodie. « Tonnerre fait des progrès. Le vétérinaire dit que l'inflammation diminue. Et toi, tu diminues aussi. Regarde-toi, tu as perdu au moins 5 kilos. Tu sautes la moitié des repas. Tu ne viens plus jamais aux soirées. Je n'ai pas le temps pour ça, Camille. Tonnerre a besoin.
Tonnerre par-ci, tonnerre par-là, l'interrompit Camille, exaspérée. Et toi, qui s'occupe de toi? Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Julien Mercier, le garçon le plus populaire de leur classe. Grand, athlétique, avec des yeux noisettes qui faisaient chavirer la plupart des filles, Julien était aussi le fils du plus grand propriétaire viticole de la région. « Salut les filles !» dit-il avec son sourire charmeur habituel. « Élodie, j'ai entendu dire que tu avais acheté un cheval aux enchères de Marseille. » Élodie hocha la tête, surprise qu'il soit au courant. « Mon père y était aussi, » expliqua-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Il m'a parlé de cette fille courageuse qui a acheté un étalon boiteux que personne ne voulait. » Son ton changea, devenant plus sérieux. « Était un acte de compassion admirable. » Camille leva les yeux au ciel, mais Élodie sentit ses joues s'empourprer sous le compliment inattendu. « Merci, » murmura-t-elle. « Je serais curieux de le voir un jour, » ajouta Julien. « Mon père possède quelques chevaux et j'ai toujours été fasciné par ces animaux. » Avant qu'Élodie puisse répondre, la cloche sonna, annonçant le début du prochain cours. « On doit y aller !» dit précipitamment Camille, tirant Élodie par le bras. « À plus tard, Julien !» Une fois hors de portée d'oreille, Camille se tourna vers son ami avec un sourire malicieux. « Eh bien, on dirait que ton cheval boiteux t'a au moins apporté quelque chose de positif, l'attention de Julien Mercier. » Élodie secoua la tête, mais ne put s'empêcher de sourire. « Ne sois pas ridicule, il est juste poli. » Cette conversation resta néanmoins dans un coin de son esprit alors qu'elle rentrait chez elle, ce soir-là. Pour la première fois depuis l'achat de Tonnerre, elle se surprit à penser à autre chose qu'à la santé de son cheval. Cette distraction fut de courte durée. En arrivant à la grange, elle trouva son père agenouillé près de Tonnerre, qui était allongé sur le côté, respirant difficilement. « Papa !»« Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle, laissant tomber son sac à dos pour se précipiter vers eux. « Je ne sais pas, » répondit Henri, une inquiétude sincère dans la voix. « Je l'ai trouvé comme ça il y a une demi-heure. J'ai déjà appelé le vétérinaire. Il est en route. » Élodie s'agenouilla près de Tonnerre, caressant doucement son encolure trempée de sueur. Elle étalon émit un faible hennissement de reconnaissance. « Ça va aller, mon beau. » murmura-t-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Le docteur arrive ?» Henri observait sa fille, son visage habituellement sévère, adouci par une expression que Tonnerre n'avait jamais vue. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était serrée par l'émotion. « Je n'ai jamais compris cette passion que tu as pour les chevaux, » continua Henri. Ta grand-mère était pareille. Elle disait toujours que les chevaux voient à travers nos âmes, qu'ils nous acceptent tels que nous sommes, sans jugement. L'arrivée du docteur Moreau interrompit ce rare moment de complicité. Après un examen minutieux, le diagnostic tomba. Une colique, potentiellement mortelle si elle n'était pas traitée rapidement. Nous devons lui administrer des antispasmodiques et des analgésiques immédiatement, expliqua le vétérinaire, préparant une seringue. Et ensuite, il faudra le faire marcher, même si c'est difficile avec sa blessure à la jambe. Le mouvement aide à prévenir les torsions intestinales. Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie d'Élodie. Elle et son père se relayèrent pour maintenir Tonnerre debout et le faire marcher lentement en cercle, malgré sa faiblesse et sa boiterie accentuée par la douleur. Vers minuit, le docteur Moreau poussa un soupir de soulagement. « Il est hors de danger », annonça-t-il. « Mais nous avons eu chaud. Sans votre intervention rapide, monsieur Deschamps, nous l'aurions probablement perdu. » Henri détourna le regard, visiblement gêné par le compliment. « Mais je passais par là, c'est tout. Papa passait tous les jours voir Tonnerre quand j'y étais à l'école, » révéla Élodie, un sourire fatigué, mais reconnaissant aux lèvres. « N'est-ce pas, papa ?» Henri haussa les épaules, embarrassé. Quelqu'un devait bien garder un œil sur cette bête têtue.
Mais le regard qu'il échangea avec sa fille en disait long sur le changement qui s'était opéré en lui. Cette nuit-là marqua un tournant. Non seulement Tonnerre avait survécu à sa première crise grave, mais la glace avait définitivement été rompue entre Henri Deschamps et El Étalon qu'il avait tant méprisé au début. Plus important encore, un nouveau lien était formé entre un père et sa fille, unis par leur souci commun pour un animal qui, contre toute attente, était devenu important pour eux deux. L'hiver s'installa sur la Provence, apportant avec lui des matins givrés et des soirées précoces. À la mi-décembre, 3 mois après l'achat de Tonnerre, la famille Deschamps avait trouvé un nouvel équilibre. Henri, contre toute attente, avait pris l'habitude de s'occuper de l'Étalon pendant qu'Élodie était à l'école, changeant son eau, vérifiant sa nourriture et parfois même lui parlant quand il pensait que personne ne l'écoutait. Un samedi matin, alors que le thermomètre affichait à peine 2 degrés, Élodie emmena Tonnerre pour sa première vraie promenade hors de l'enclos. La boiterie de El Étalon était encore visible, mais beaucoup moins prononcée qu'à son arrivée. « C'est bien, mon beau », l'encourageait-elle, le guidant doucement avec une longe. Des pas après pas, on ne se précipite pas. Monsieur Lambert, venu observer les progrès de l'animal, hochait la tête avec approbation. La tendinite guérit bien. Tu as fait un travail remarquable, Élodie. La jeune fille sourit, mais n'eut pas le temps de répondre. Une voiture luxueuse s'engageait dans l'allée menant à la ferme des Deschamps, soulevant un nuage de poussière sur son passage. « Qui est-ce » demanda Élodie, plissant les yeux. La voiture s'arrêta à quelques mètres d'eux et Julien Mercier en descendit, suivi d'un homme d'une 50aine d'années dont les traits rappelaient ceux du jeune homme. « Bonjour, Élodie » lança Julien avec un sourire charmant. « J'espère qu'on ne dérange pas. Je t'ai parlé de mon intérêt pour ton cheval, et mon père a insisté pour venir le voir. » Monsieur Mercier s'avança, tendant une main ferme vers Monsieur Lambert, qu'il semblait connaître. « Victor, ça fait longtemps. »« Philippe, » répondit simplement Lambert, serrant la main offerte avec une réserve évidente. Se tournant vers Élodie, Monsieur Mercier afficha un sourire professionnel. « Alors c'est vous, la jeune fille dont tout le monde parle, celle qui a sauvé ce pauvre animal à la vente aux enchères. » Élodie rougit légèrement. « Je ne savais pas qu'on parlait de moi. Oh, dans le petit monde de l'équitation provençale, ce genre d'histoire se répand vite. » Il s'approcha de Tonnerre, examinant l'animal d'un œil expert. « Lignée intéressante. Je reconnais les traits des grands étalons de Bresse. Dommage pour cette blessure. » Il se rétablit, intervint Élodie, sur la défensive. Le vétérinaire dit qu'il fait des progrès remarquables. « Bien sûr, acquiesça Monsieur Mercier d'un ton condescendant. Mais entre nous, un cheval comme celui-ci ne sera jamais plus qu'un animal de compagnie. Pour la compétition, c'est terminé. » Monsieur Lamberès éclaircit la gorge. « Philippe, pourquoi ne pas laisser Élodie nous montrer les progrès de Tonnerre ? Je pense que tu pourrais être surpris. » À contre-cœur, Monsieur Mercier recula, permettant à Élodie de reprendre sa promenade avec El Étalon. Tandis qu'il s'éloignait, elle entendit Julien demander à son père « Pourquoi tu lui parles comme ça? C'est grossier !» La réponse de Monsieur Mercier fut trop basse pour qu'elle puisse l'entendre, mais le ton était clairement irrité. Pendant la demi-heure qui suivit, Élodie guida Tonnerre autour du petit pré, lui faisant faire des cercles lents, l'encourageant constamment. El Étalon, comme s'il sentait l'importance du moment, faisait visiblement des efforts pour maintenir une démarche aussi régulière que possible. Quand ils revinrent vers le groupe, Monsieur Mercier observait avec une expression indéchiffrable. « Impressionnant », admit-il finalement. « Mais il y a encore beaucoup de travail, mais on voit un potentiel. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Élodie. « Je possède le domaine Saint-Pierre, à 15 km d'ici. Nous avons des installations de rééducation équine de pointe, avec hydrothérapie et tapis roulant immergés. Si jamais vous souhaitez accélérer sa guérison... » Élodie prit la carte, surprise par ce revirement. « Merci, Monsieur Mercier.
C'est très généreux. Ce n'est pas de la générosité, mademoiselle Deschamps, c'est de l'intérêt professionnel. Il jeta un regard à monsieur Lambert. Victor peut vous le confirmer. J'ai toujours su reconnaître un cheval d'exception, même quand d'autres n'y voyaient qu'une cause perdue. Sur ces mots, il retourna vers sa voiture, faisant signe à son fils de le suivre. Julien hésita, puis s'approcha rapidement de Élodie. Je suis désolé pour son attitude, murmura-t-il. Il peut être difficile, mais il est sincère à propos des installations. Elles sont vraiment exceptionnelles. Pourquoi m'aiderait-il ? Demanda Élodie, perplexe. Julien haussa les épaules. Mon père a ses défauts, mais il respecte la passion et la détermination. Et il sourit, ses yeux noisettes brillant d'une lueur taquine. Et j'ai peut-être un peu insisté pour qu'on vienne ici aujourd'hui. Avant qu'Élodie puisse répondre, M. Mercier appela impatiemment son fils, qui lui adressa un dernier sourire avant de partir. Une fois la voiture disparue, M. Lambert poussa un long soupir. Philippe Mercier n'offre jamais rien sans arrière-pensée. Élodie, méfie-toi. Vous le connaissez bien ? Nous avons grandi ensemble. Autrefois, nous étions comme des frères. Le vieil homme avait le regard lointain, perdu dans des souvenirs visiblement douloureux. Puis les affaires se sont mises entre nous. La compétition. L'argent change les gens. Élodie, n'oublie jamais ça. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Élodie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les paroles de M. Lambert résonnaient dans son esprit, mais aussi l'offre de M. Mercier. Des installations de rééducation moderne pourraient considérablement accélérer la guérison de Tonnerre. Mais à quel prix? Et pourquoi cet homme fortuné s'intéressait-il soudainement à un cheval boiteux et à une fille de fermier? Son téléphone vibra sur sa table de nuit. Un message de Camille. Alors comme ça, Julien Mercier te rend visite maintenant. Toute l'école en parle. Détails demandés. Élodie soupira. Les nouvelles allaient décidément vite dans ce petit coin de Provence. Elle éteignit son téléphone sans répondre et se tourna vers la fenêtre, d'où elle pouvait apercevoir la grange où dormait Tonnerre. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» murmura-t-elle, comme si les talons pouvaient l'entendre à travers la nuit. « Oh, qu'est-ce qu'on devrait faire ?» Comme en réponse à sa question, une étoile filante traversa le ciel d'hiver, laissant une traînée argentée dans son sillage. Élodie sourit. Sa grand-mère lui avait toujours dit que les étoiles filantes étaient des signes, des moments où l'univers nous offrait une direction. Elle s'endormit finalement, bercée par le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, les choses s'arrangeraient. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière l'offre apparemment généreuse de Philippe Mercier se cachèrent des motivations bien plus complexes, enracinées dans un passé que ni elle ni Tonnerre ne soupçonnaient. Janvier apporta son lot de pluie glaciale sur la campagne provençale. Les chemins boueux et le froid mordant limitaient les sorties de Tonnerre, ce qui préoccupait Élodie. La rééducation de l'étalon avait besoin d'être régulière pour progresser. Un après-midi particulièrement pluvieux, alors qu'elle tentait d'exercer Tonnerre sous l'abri précaire de la grange, Élodie prit sa décision. La carte de visite de Philippe Mercier, qu'elle avait gardée dans la poche de son jean depuis 2 semaines, semblait peser 1 tonne. « Je vais appeler », annonça-t-elle à son père qui réparait une clôture à proximité. Henri s'immobilisa, son marteau en suspens. « Tu es sûr ?» Lambert t'a mise en garde. « Je sais, papa, mais regarde !» Elle désigna Tonnerre dont la jambe tremblait légèrement après seulement 10 minutes d'exercice. Il a besoin de plus que ce que nous pouvons lui offrir ici, au moins pour voir les installations. Henri hocha lentement la tête. C'est ta décision. Mais je viens avec toi. Cette simple phrase, cette marque de soutien inattendue, réchauffa le cœur d'Élodie, malgré la pluie glacée qui ruisselait sur son visage. Le lendemain matin, le téléphone à l'oreille, Élodie sentit son estomac se nouer, tandis que la sonnerie retentissait. Domaine Saint-Pierre, bonjour. La voix professionnelle d'une réceptionniste résonna à l'autre bout de la ligne. Bonjour, je suis Élodie Deschamps.
je souhaiterais parler à Monsieur Mercier concernant son offre pour mon cheval. » Après quelques instants d'attente, la voix grave de Philippe Mercier se fit entendre. « Mademoiselle Deschamps, je commençais à croire que vous ne m'appelleriez jamais. » Élodie expliqua brièvement sa situation, sentant sa confiance vaciller face au ton assuré de l'homme d'affaires. « Venez demain, » proposa Mercier sans hésitation. « Amenez votre cheval. Nous avons une séance d'hydrothérapie à 14 heures. Vous pourrez voir comment cela fonctionne. » En raccrochant, Élodie fut frappée par une pensée. Il avait semblé attendre son appel, comme s'il était certain qu'elle finirait par céder. Le domaine Saint-Pierre se révéla bien plus impressionnant que ce que Élodie avait imaginé. Des hectares de prairies verdoyantes entouraient un complexe équestre ultramoderne. Des écuries majestueuses aux boxes spacieux côtoyaient un manège olympique et plusieurs carrières d'entraînement. Plus loin, un bâtiment aux allures de clinique abritait visiblement le centre de rééducation. « C'est incroyable », murmura Élodie, tandis que son père garait leur vieux camion à côté de voitures de luxe. Julien les attendait à l'entrée, son visage s'illuminant en les apercevant. « Et vous avez trouvé facilement ?» demanda-t-il, aidant Élodie à descendre Tonnerre du van. Les talons semblaient nerveux, ses oreilles pivotant dans toutes les directions, ses naseaux dilatés captant les odeurs inconnues. « Tout va bien ?» lui murmura Élodie, caressant son encolure. « On est juste là pour visiter. » Julien les guida à travers le domaine, expliquant avec enthousiasme chaque installation. Élodie remarqua qu'il parlait des chevaux avec une passion authentique, ses yeux s'animant lorsqu'il décrivait les programmes de rééducation. « Et voici notre fierté », annonça-t-il finalement, ouvrant les portes d'un bâtiment moderne. Le centre de thérapie équine. L'intérieur révéla un vaste espace où trônait un immense bassin équipé d'un tapis roulant immergé. À côté, diverses machines d'exercice et de physiothérapie étaient alignées, toutes conçues spécifiquement pour les chevaux. Philippe Mercier les rejoignit, accompagné d'une femme en blouse blanche qu'il présenta comme docteur Claire Vidal, vétérinaire spécialisée en rééducation équine. « Alors voici le fameux Tonnerre », dit le docteur Vidal, s'approchant doucement de elle les talons. Avec des gestes experts, elle examina sa jambe blessée, palpant délicatement les tendons. Tendinite chronique, mais en voie de guérison. La démarche est encore irrégulière. » Elle se tourna vers Élodie. « Vous avez fait un excellent travail de base, mais une thérapie ciblée pourrait accélérer significativement sa récupération. » « Combien coûterait un tel programme ?» demanda Henri, allant droit au but. Le prix mentionné par Philippe Mercier fit pâlir Élodie. C était bien au-delà de ses moyens, même en comptant l'argent qui lui restait de ses économies. « Je ne peux pas me permettre, » balbutia-t-elle, mortifiée. « J'ai une proposition, » intervint Mercier. « Nous pourrions prendre Tonnerre en pension thérapeutique ici, couvrir tous les frais de traitement, en échange de, disons, un arrangement. »« Quel genre d'arrangement ?» demanda Henri, soudain méfiant. « Si votre fille nous aide aux écuries les week-ends, et si elle accepte que Tonnerre, une fois rétabli, porte les couleurs du domaine Saint-Pierre lors des compétitions régionales. » Élodie fronça les sourcils. « Vous voulez dire que vous seriez copropriétaire ?»« Non, non, » répondit rapidement Mercier. « Tonnerre resterait légalement le vôtre. » Mais son succès, que je prédis considérable une fois sa rééducation terminée, bénéficierait à la réputation de notre centre. Henri et Élodie échangèrent un regard. L'offre semblait trop belle pour être vraie. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda directement Henri. « Qui gagnez-vous réellement ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Philippe Mercier. « Disons que j'ai une dette envers le passé, monsieur Deschamps. Et que j'ai mes raisons de croire que ce cheval est spécial. » Tandis qu'il réfléchissait à cette proposition inattendue, Julien s'approcha discrètement de Élodie. « Mon père ne fait jamais rien sans raison, » chuchota-t-il. « Mais je te promets qu'il n'y a pas de piège. Il est vraiment intéressé par Tonnerre. »« Pourquoi ?» insista Élodie. «
Je ne suis pas sûr, admit Julien. Mais depuis votre visite, il passe des heures à consulter de vieux registres d'élevage. Je crois que Tonnerre lui rappelle quelque chose, ou quelqu'un. Après une longue discussion familiale, la décision fut prise. Tonnerre passerait 3 mois au domaine Saint-Pierre pour suivre un programme intensif de rééducation. Élodie, quant à elle, y travaillerait tous les week-ends pour rembourser une partie des frais. Le premier dimanche de février marqua son premier jour de travail au domaine. Vêtue d'un jean usé et d'un pull trop grand, Élodie se sentait terriblement déplacée parmi les palefreniers professionnels en uniforme. Julien, heureusement, était là pour la guider. « Ne t'inquiète pas », la rassura-t-il en lui montrant comment nettoyer correctement les box luxueux. Tout le monde commence quelque part. Malgré son statut de fils du propriétaire, Julien n'hésitait pas à retrousser ses manches et à travailler aux côtés de Élodie. Ce qui surprit la jeune fille, était sa connaissance approfondie des chevaux et son respect évident pour les animaux. « Je pensais que tu étais juste, tu sais, un fils à papa qui joue au cavalier le week-end », compléta-t-il avec un sourire désabusé. La plupart des gens pensent ça. La vérité, c'est que j'ai grandi ici. Ces chevaux sont ma famille. Au fil des semaines, une routine s'installa. Élodie passait ses samedis et dimanches au domaine, travaillant dur mais profitant aussi de chaque occasion pour observer les séances de rééducation de Tonnerre. Elle, étalon, progressait remarquablement bien. L'hydrothérapie permettait de renforcer ses muscles sans mettre de pression sur ses tendons fragiles. Le docteur Vidal avait également mis en place des séances de physiothérapie équine et des exercices spécifiques qui, peu à peu, redonnaient force et souplesse à sa jambe blessée. Un samedi de mars, alors que Élodie terminait ses corvées, Philippe Mercier l'invita dans son bureau. La pièce, ornée de trophées équestres et de photographies de champions, intimidait la jeune fille. « Asseyez-vous, mademoiselle Deschamps », dit-il, désignant un fauteuil en cuir face à son imposant bureau en chêne. Il sortit un épais dossier d'un tiroir et l'ouvrit devant elle. « Savez-vous d'où vient Tonnerre? Je veux dire, avant la vente aux enchères ?» Élodie secoua la tête. « Les documents d'identification mentionnent juste un haras près de Dijon, mais il a été fermé depuis. » « Précisément. » Mercier tourna le dossier vers elle, révélant une photographie jaunie d'un magnifique étalon bai, étrangement similaire à Tonnerre. Ceci est Orage de Bresse, l'un des plus grands champions de dressage des années 90. Il appartenait à un éleveur nommé Marcel Leroy. Le nom ne signifiait rien pour Élodie, mais elle sentait que Mercier lui révélait quelque chose d'important. Marcel Leroy était mon mentor, poursuivit-il. Et aussi le plus grand rival de Victor Lambert. Monsieur Lambert. Élodie était confuse, mais il n'a jamais mentionné... Bien sûr que non, l'interrompit Mercier avec un sourire sans joie. Victor a ses raisons de vouloir oublier cette époque. Vous voyez, Orage de Bresse-N n'était pas seulement un champion. Il était la pierre angulaire d'une lignée exceptionnelle que Marcel développait, une lignée que Victor et lui avaient initialement créée ensemble, avant que leur partenariat ne s'effondre. Il tourna une autre page du dossier montrant l'arbre généalogique d'Orage. Et là, tout en bas, figurait un nom qui fit bondir le cœur de Élodie, Tonnerre de Bresse. « Tonnerre est le petit-fils d'Orage », murmura-t-elle, comprenant enfin. Mercier hocha la tête. Quand j'ai vu ce cheval aux enchères, j'ai immédiatement reconnu les traits caractéristiques de la lignée Leroy. Mais il était déjà trop tard pour enchérir. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Parce que je voulais d'abord confirmer mes soupçons avec des tests ADN. Il tapota un document portant l'entête d'un laboratoire. Les résultats sont formels. Tonnerre est bien le descendant direct d'Orage, probablement le dernier de sa lignée depuis que le haras Leroy a fermé après la mort de Marcel. Élodie assimilait ces informations, essayant de comprendre leurs implications. Et maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour Tonnerre?
Cela signifie, mademoiselle Deschamps, que votre cheval boiteux a le potentiel génétique d'un champion de classe mondiale. Et je souhaite l'aider à réaliser ce potentiel. En sortant du bureau de Mercier, Élodie avait la tête qui tournait. Elle se dirigea instinctivement vers l'écurie où se trouvait Tonnerre. Elle étalon hennit doucement en la reconnaissant, tendant son museau par-dessus la porte de son box. « Tu as de grands secrets, toi, chuchota-t-elle, caressant son front. « Et apparemment, un héritage encore plus grand. Tout va bien ?» La voix de Julien la fit sursauter. Il se tenait à l'entrée de elle écurie, l'observant avec une expression inquiète. « Ton père vient de me raconter l'histoire de Tonnerre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Julien s'approcha, s'appuyant contre la porte du box. « Ce N était pas à moi de le faire. Et puis, je voulais que tu apprécies Tonnerre pour ce qu'il est, pas pour son pédigré. » Élodie le regarda attentivement, cherchant à discerner s'il était sincère. Quelque chose dans ses yeux la convainquit qu'il disait la vérité. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » ajouta Julien, son expression devenant plus sérieuse. « Mon père et Monsieur Lambert, leur rivalité va bien au-delà des chevaux. Et d'une certaine façon, je crois que Tonnerre est devenu un symbole dans cette vieille guerre. Un symbole de quoi ? De rédemption, peut-être, ou de revanche. » Julien soupira. « Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que mon père voit en Tonnerre une chance de prouver quelque chose, et cela me préoccupe. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Dans quel jeu complexe venait-elle de placer Tonnerre et elle-même ? Le printemps s'installa progressivement sur la Provence, transformant les collines en tableaux impressionnistes de jaune et de violet. Pour Tonnerre, ces mois au domaine Saint-Pierre avaient été miraculeux. Sa boiterie, bien que toujours perceptible à l'œil exercé, s'était considérablement atténuée. Sa musculature s'était développée harmonieusement grâce aux exercices spécifiques conçus par le docteur Vidal. Élodie, quant à elle, avait également changé. Son travail au domaine lui avait appris les techniques professionnelles de soins équins, et les longues heures passées auprès des entraîneurs lui avaient donné une compréhension plus profonde du dressage de haut niveau. Mais surtout, elle avait gagné en assurance, trouvant sa place parmi l'équipe du domaine, malgré ses origines modestes. Un après-midi d'avril, alors qu'elle guidait Tonnerre sur la longe dans la grande carrière, elle remarqua Victor Lambert, qui l'observait depuis la barrière. Le vieil homme n'avait pas mis les pieds au domaine Saint-Pierre depuis des décennies, selon ce que Julien lui avait raconté. « Monsieur Lambert !» s'exclama-t-elle, surprise. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Je ne comptais pas venir, admit-il, son regard fixé sur Tonnerre. « Oh, mais ton père m'a dit que ce cheval faisait des progrès remarquables. Je devais voir ça de mes propres yeux. » Il observa en silence pendant qu'Élodie faisait trotter les talons en cercle. La démarche de l'animal était fluide, puissante, presque élégante. « Impressionnant !» murmura finalement Lambert. « Je dois reconnaître que Philippe a tenu parole. Ce cheval est en train de renaître. Monsieur Mercier m'a parlé d'orage de Bresse, dit Élodie, guettant la réaction du vieil homme, et de votre passé commun avec Marcel Leroy. » Lambert serra les mâchoires, son regard s'assombrissant. « Bien sûr qu'il l'a fait. Philippe aime remuer les cendres du passé. Est-ce vrai? Tonnerre est-il vraiment le descendant d'un grand champion ?» Un long soupir échappa des lèvres de Lambert. « Oui, c'est vrai, Orage était exceptionnel, un cheval comme on n'en voit qu'une fois dans sa vie. » Ses yeux se perdirent dans le lointain, comme s'il voyait des images d'un autre temps. « Nous avions de grands projets pour sa lignée, Marcel et moi, avant que tout ne s'effondre. Que s'est-il passé ?» osa demander Élodie, ralentissant le pas de Tonnerre pour mieux écouter. « La vie, l'ambition, la jalousie. » Les ingrédients habituels des tragédies humaines. Lambert secoua la tête. Marcel, Philippe et moi étions comme une famille. Puis Marcel est tombé malade et les choses ont changé. Avant qu'Élodie puisse poser d'autres questions,
la silhouette imposante de Philippe Mercier apparut à l'autre bout de la carrière. Son pas s'arrêta net lorsqu'il aperçut Lambert. « Victor », dit-il simplement, s'approchant avec une lenteur calculée. « Quelle surprise, Philippe !» La tension entre les deux hommes était presque palpable. Élodie fit mine de s'éloigner pour leur laisser de l'intimité, mais Mercier l'arrêta d'un geste. « Restez, Élodie. Après tout, c'est votre cheval qui nous réunit aujourd'hui. » Lambert émit un petit rire sans joie. « Nous réunit ? Voilà un bien grand mot. J'ai pensé que tu voudrais savoir, » poursuivit Mercier, comme s'il n'avait pas entendu la remarque, « que j'envisage d'inscrire Tonnerre au concours régional de Saint-Rémy le mois prochain. » Élodie écarquilla les yeux. « Un concours ? Mais est-ce qu'il est prêt ? » Le docteur Vidal pense que oui. Pas pour les épreuves techniques avancées, bien sûr, mais pour les catégories débutantes. Ce serait une excellente manière de le réintroduire progressivement dans le monde de la compétition. Lambert regardait Tonnerre avec une expression indéchiffrable. « Tu vas trop vite, Philippe, comme toujours. Ou peut-être que tu es trop prudent, Victor. » « Comme toujours, » répliqua Mercier, un sourire tendu aux lèvres. « Ce cheval a le feu sacré dans les veines. » Le même que son grand-père. Son grand-père a fini brisé. La voix de Lambert était à peine audible. Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le souffle de Tonnerre qui s'était arrêté, comme s'il sentait la tension ambiante. « Qu'en pensez-vous, Élodie ?» demanda finalement Mercier, se tournant vers elle. « C'est votre cheval, après tout. La décision vous appartient. » Élodie sentit le poids des regards des deux hommes sur elle. Que devait-elle faire ? Tonnerre avait fait des progrès incroyables, mais était-il vraiment prêt pour la compétition ? J'aimerais en discuter avec le docteur Vidal, répondit-elle prudemment, et peut-être essayer quelques exercices plus avancés avant de décider. Mercier hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse diplomatique. Sage décision. Prenez le temps d'y réfléchir. Alors qu'il s'éloignait, Lambert posa une main sur l'épaule d'Élodie. « Méfie-toi, petite, Philippe ne voit pas Tonnerre comme tu le vois. Pour lui, ce cheval est un symbole, une chance de réécrire l'histoire. Et pour vous, demanda-t-elle doucement, qu'est-ce que Tonnerre représente pour vous ?» Le vieil homme regarda longuement les étalons avant de répondre. « Un rappel de tout ce que nous avons perdu. » Cette conversation troublante resta dans l'esprit de Élodie pendant les jours qui suivirent. Elle observait Tonnerre avec une attention redoublée, cherchant à déterminer s'il était réellement prêt pour la compétition. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle après une longue journée de travail, Julien l'intercepta près des écuries. « J'ai entendu parler de la visite de M. Lambert, » dit-il, marchant à ses côtés. « Comment ça s'est passé ?»« Étrangement, » admit Élodie. « J'ai l'impression d'être prise au milieu d'une vieille guerre dont je ne connais pas les règles. » Julien soupira. « Bienvenue dans mon monde. » J'ai grandi dans l'ombre de ce conflit sans jamais en comprendre vraiment les origines. Ils s'arrêtèrent de près de la voiture de Élodie, une vieille Citroën que ses parents lui avaient offerte pour ses 18 ans. « Tu penses que je devrais inscrire Tonnerre au concours ?» demanda-t-elle, se tournant vers lui. « Ce que je pense n'a pas d'importance, » répondit Julien. « Mais, si tu veux mon avis, je crois que Tonnerre est prêt. Et toi aussi. » Il y avait dans son regard une confiance qui réchauffa le cœur d'Élodie. « Merci, » murmura-t-elle. Un moment de silence s'installa entre eux, chargé de non-dits. Puis, avec une impulsivité qui la surprit elle-même, Élodie se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur la joue de Julien. « À demain » dit-elle rapidement, montant dans sa voiture avant qu'il puisse réagir. Dans le rétroviseur, elle vit Julien toucher sa joue, un sourire étonné illuminant son visage. Cette nuit-là, Élodie prit sa décision. Tonnerre participerait au concours de Saint-Rémy. Il était temps de montrer au monde ce dont il était capable.
ce que personne n'avait voulu voir ce jour aux enchères de Marseille. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette décision allait déclencher une cascade de l'événement qui révélerait enfin les véritables enjeux de cette histoire de chevaux et d'hommes, d'ambitions brisées et de rêves ressuscités. Le concours de Saint-Rémy était l'un des événements équestres les plus attendus de la région. Installé sur les vastes terrains d'un ancien prieuré, il attirait cavaliers amateurs et professionnels dans une ambiance à la fois compétitive et festive. Pour Élodie, qui n'avait jamais participé à une compétition officielle, l'expérience était intimidante. La veille du concours, alors que Tonnerre était installé dans un box temporaire sur le site, Élodie ne parvenait pas à trouver le sommeil dans la petite chambre d'hôtel que M. Mercier avait réservée pour elle. Son esprit rejouait sans cesse les séances d'entraînement des dernières semaines, cherchant les failles, anticipant les difficultés. Un léger coup à sa porte l'attira de ses pensées anxieuses. Elle ouvrit pour découvrir Julien, tenant 2 tasses fumantes. « J'ai pensé que tu ne dormirais pas », dit-il avec un sourire. « Chocolat chaud, remède traditionnel. Mercier contre le trac. » Élodie accepta la tasse avec gratitude, invitant silencieusement Julien à entrer. Ils s'assirent près de la fenêtre ouverte, d'où l'on pouvait apercevoir les lumières du site du concours au loin. « Comment tu te sens ?» demanda Julien après un moment. Terrifié, admit Élodie. Et si Tonnerre n'est pas prêt, si sa jambe le fait souffrir, si le ciel nous tombe sur la tête, compléta Julien avec un sourire taquin. Élodie, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tonnerre est en forme, confiant, et il a une cavalière exceptionnelle. Elle rougit légèrement au compliment. Je n'ai jamais fait ça avant. Toi, tu as l'habitude des compétitions. Et je suis toujours nerveux, confessa-t-il. Mais tu sais quoi? Cette nervosité, c'est juste de elle énergie qui cherche à s'exprimer. Demain, elle te portera. Ils discutèrent encore un moment. Julien partageant quelques astuces pour gérer le stress. Élodie, elle, écoutant avec attention. Leur conversation dériva naturellement vers des sujets plus personnels, leurs rêves, leurs ambitions. « Qu'est-ce que tu veux faire après le lycée ?» demanda Julien. Élodie hésita. « J'ai toujours voulu étudier la médecine vétérinaire, spécialisée en équidés, mais c'est compliqué. À cause de l'argent ?» Elle hocha la tête. « Les études coûtent cher et mes parents ne peuvent pas aider. Si je veux y arriver, je dois décrocher une bourse d'excellence. »« Tu y arriveras », affirma Julien avec une conviction qui la surprit. « Tu es la personne la plus déterminée que j'ai jamais rencontrée. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, avec une douceur inattendue, Julien se pencha et l'embrassa. Un baiser léger, presque timide, qui fit battre le cœur de Élodie plus fort que toutes ses anxiétés concernant le concours. « Désolé, » murmura-t-il en se reculant. « J'aurais dû demander. »« Ne t'excuse pas, » répondit-elle, un sourire éclairant son visage. « C'était parfait. » Quand Julien partit enfin, Élodie se sentait étrangement calme. Demain serait un grand jour, mais elle, était plus seule face à ce défi. Le matin du concours se leva sous un ciel d'azur parfait. Élodie arriva tôt aux écuries temporaires, trouvant Tonnerre déjà préparé par les palefreniers du domaine Saint-Pierre. « Bonjour, mon beau », murmura-t-elle, caressant son encolure luisante. L'étalon hennit doucement, semblant aussi près qu'elle pour cette journée spéciale. Alors qu'elle vérifiait une dernière fois équipement, une voix familière l'interpella. Il a fière allure. Victor Lambert se tenait là, vêtu d'un costume élégant, qui contrastait avec ses tenues habituelles de travail. « Monsieur Lambert. »« Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je ne pouvais pas manquer ça. » répondit-il, une émotion indéfinissable dans le regard. Pas après tout ce chemin parcouru. Il s'approcha de Tonnerre, qui tendit le museau vers lui, comme s'il reconnaissait un vieil ami. « Tu sais, dit-il doucement, J était présent quand Orage a remporté son premier concours. C était ici même,
à Saint-Rémy. Il y a presque 30 ans. Vraiment ? Élodie était suspendue à ses lèvres, avide d'en apprendre davantage sur cette histoire qui semblait hanter les deux hommes. Marcel était si fier, continua Lambert, perdu dans ses souvenirs. Nous avions travaillé ensemble pendant des années pour développer cette lignée. Orage était le fruit de notre vision commune. Que s'est-il vraiment passé entre vous trois ? Osa demander Élodie. Pourquoi cette rivalité est-elle si amère ? Lambert soupira profondément. L'amour, l'argent et la trahison. Le cocktail parfait pour une tragédie. Il sortit une vieille photographie de sa poche et la tendit à Élodie. Elle montrait 3 jeunes hommes souriants, bras dessus, bras dessous, devant une écurie. « C'est vous !» reconnut-elle immédiatement. « Et Monsieur Mercier. » Et elle désigna le 3e homme, au centre, au visage jovial encadré d'une barbe rousse. « Marcel Leroy », confirma Lambert, « mon meilleur ami, le mentor de Philippe et l'homme que nous aimions tous les deux. » Cette révélation laissa Élodie sans voix. Avant qu'elle puisse formuler les nombreuses questions qui se bousculaient dans son esprit, l'annonce des premiers concurrents retentit dans les haut-parleurs. « Je dois y aller », dit-elle, rendant la photo à contre-cœur. « Garde-la », insista Lambert. « Peut-être qu'elle te portera chance. » Et Élodie, il hésita. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sache que Tonnerre a déjà accompli l'impossible en arrivant jusqu'ici. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparation finale et d'anxiété croissante. La catégorie D, Élodie, reprise débutant, n'était pas la plus prestigieuse du concours, mais comptait néanmoins une quinzaine de participants, la plupart beaucoup plus expérimentés qu'elle. Dans les gradins, elle repéra ses parents, assis nerveusement au premier rang. Camille était là aussi, agitant frénétiquement une petite banderole qu'elle avait confectionnée. Et, bien sûr, Philippe Mercier occupait une place de choix dans la tribune VIP, son visage impassible, trahissant à peine l'importance qu'il accordait à cet événement. Concurrent numéro 8, Élodie Deschamps sur Tonnerre de Bresse, annonça la voix métallique des haut-parleurs. Un dernier regard vers Julien qui lui offrit un sourire encourageant, et Élodie entra dans l'arène, guidant Tonnerre d'une main qu'elle espérait ferme. Les premiers pas furent hésitants. Elle, étalon, semblait intimidée par la foule, ses oreilles pivotant nerveusement. Mais au fur et à mesure que les figures imposées se succédaient, volte, diagonale, transition d'allure, une harmonie se créa entre la cavalière et sa monture. Tonnerre, comme s'il se souvenait d'un savoir ancestral inscrit dans ses gènes, exécutait chaque mouvement avec une précision grandissante. La boiterie, presque imperceptible désormais, n'affectait pas sa grâce naturelle. Au contraire, elle semblait lui conférer une vulnérabilité touchante qui contrastait avec sa puissance évidente. Lorsque la cloche sonna, marquant la fin de leur prestation, Élodie réalisa qu'elle avait retenu son souffle pendant presque toute la reprise. Les applaudissements nourris du public lui indiquèrent qu'ils avaient fait bonne impression. En sortant de l'arène, elle fut immédiatement entourée par ses parents, Camille et Julien, tous parlant en même temps, la félicitant avec enthousiasme. « C'est était magnifique, ma chérie !» s'exclama sa mère, les yeux brillants de larmes de fierté. « Pas mal pour un cheval boiteux et une débutante », renchérit son père, tentant de cacher son émotion derrière une plaisanterie. Julien se contenta de serrer sa main, son regard exprimant tout ce que les mots ne pouvaient dire. L'attente des résultats sembla interminable. Élodie, assise sur un banc à l'aile écart, caressait distraitement l'encolure de Tonnerre tout en fixant le tableau d'affichage. « Tu te souviens du jour des enchères ?» murmura-t-elle à son compagnon à 4 pattes. « Personne ne voulait de toi. » Et regarde-nous maintenant. Finalement, les juges affichèrent les résultats. Élodie se fraya un chemin à travers la foule, cherchant désespérément le nom de Tonnerre dans la liste. 3e place. Élodie Deschamps sur Tonnerre de Bresse. Un podium pour leur première compétition.
Élodie laissa échapper un cri de joie, se jetant au cou de Tonnerre qui, comme s'il comprenait leur succès, hennit fièrement. La cérémonie de remise des prix fut un moment de pur bonheur. Debout sur le podium, sa médaille de bronze autour du cou, Élodie voyait les visages souriants de tous ceux qui avaient cru en elle et en Tonnerre. Mais au milieu de cette euphorie, elle remarqua l'expression étrange de Philippe Mercier. L'homme d'affaires fixait Victor Lambert, qui se tenait à l'écart, un sourire énigmatique aux lèvres. Quelque chose passa entre les deux hommes, un message silencieux que Élodie ne pouvait déchiffrer, mais qui semblait chargé de décennies de ressentiment. Alors qu'elle quittait le podium, une main se posa sur son épaule. C était un homme âgé, élégamment vêtu, au regard vif sous des sourcils broussailleux. « Mademoiselle Deschamps, je suis Antoine Durand, du Haras national de Saumur. Votre prestation aujourd'hui était remarquable, surtout compte tenu des circonstances. Merci, monsieur, répondit Élodie, surprise par cette approche inattendue. J'aimerais vous parler de Tonnerre, continua Durand, et de vous, bien sûr. Nous sommes toujours à la recherche de jeunes talents pour notre programme de formation d'élite. Avant qu'elle puisse répondre, Philippe Mercier apparut comme sorti de nulle part. Antoine, quelle surprise de te voir ici. Les deux hommes se saluèrent avec une cordialité qui semblait forcée. Philippe, j'aurais dû me douter que tu serais impliqué dans cette résurrection spectaculaire. Durand se tourna vers Élodie. Saviez-vous, mademoiselle, que ce cheval était destiné à l'abattoir avant la vente aux enchères? Une tendinite sévère, mal soignée? La plupart des propriétaires n'auraient pas pris le risque. Cette révélation frappa Élodie comme un coup de poing. L'abattoir? Tonnerre avait été si près de la fin? Comment? Commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Comment je le sais? Compléta Durand. Parce que c'est moi qui ai refusé de l'acheter pour le Haras national. Une décision que je regrette amèrement aujourd'hui. Il tendit une carte à Élodie. Appelez-moi quand vous serez prête à discuter de l'avenir, de votre avenir à tous les deux. Tandis que Durand éloignait, Élodie se tourna vers Mercier, les questions se bousculant dans son esprit. Vous saviez, pour l'abattoir, le visage de l'homme d'affaires était illisible. Ce qui compte, c'est où il est maintenant, pas d'où il vient. Cette réponse évasive ne fit qu'attiser les soupçons d'Élodie. Il y avait encore tant de zones d'ombre dans cette histoire, tant de vérités cachées derrière les sourires et les demi-mots. Sur le chemin du retour, alors que le soleil se couchait sur les collines provençales, Élodie contempla la photographie que Lambert lui avait donnée. 3 jeunes hommes pleins d'espoir et d'ambition, liés par l'amitié et une passion commune pour les chevaux. Que s'était-il vraiment passé pour transformer cette amitié en une rivalité amère qui, 3 décennies plus tard, continuait de jeter son ombre sur leur vie? Et quel rôle Tonnerre, et maintenant elle-même, jouait-il dans ce drame qui avait commencé bien avant sa naissance? La médaille de bronze pesait lourd autour de son cou, mais les questions qui tourbillonnaient dans son esprit pesaient encore plus lourd. Le succès de Tonnerre au concours de Saint-Rémy changea tout. En quelques semaines, l'histoire de ce cheval boiteux transformé en compétiteur médaillé fit le tour des cercles équestres de la région. Les médias locaux s'emparèrent de cette histoire touchante de rédemption et bientôt, Élodie se retrouva sous les projecteurs, interviewée par la presse spécialisée, invitée à des événements équestres. Mais s'achevait dans une explosion de couleurs et de parfums typiques de la Provence. Élodie, assise sur un banc du domaine Saint-Pierre, relisait pour la 10e fois la lettre qu'elle venait de recevoir. « Alors, tu vas accepter ?» La voix de Julien la tira de sa contemplation. Il s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant légèrement. « Je ne sais pas, » admit-elle, lui tendant la lettre. « C'est une opportunité incroyable, mais... » Julien parcourut rapidement le document. Le Haras national de Saumur
offrait à Élodie une place dans son programme D-Élite, avec une bourse complète qui couvrirait non seulement sa formation en équitation de haut niveau, mais aussi ses études vétérinaires à l'université voisine. Tonnerre serait accueilli dans leurs écuries, bénéficiant des meilleurs soins tout en poursuivant sa carrière en compétition. « C'est ton rêve, Élo », dit doucement Julien. « Étudier la médecine vétérinaire, travailler avec les chevaux au plus haut niveau. » « Je sais », elle reprit la lettre, ses doigts caressant le papier épais, « mais ça signifie quitter tout ce que je connais, ma famille, mes amis. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Toi, ces dernières semaines, leur relation s'était approfondie, passant d'une amitié complice à quelque chose de plus profond, plus intense. Ils n'avaient pas mis de mots sur ce qu'ils partageaient, mais chaque regard, chaque effleurement, racontait une histoire que leurs lèvres n'osaient encore formuler. « Je serai toujours là », assura Julien, prenant sa main. « Saumur n'est pas si loin. » Et puis, il hésita. « J'ai aussi reçu une offre. L'École nationale des équitations m'a proposé une place pour la rentrée prochaine. » Les yeux d'Élodie écarquillèrent. « Tu ne m'avais rien dit. J'attendais le bon moment, » admit-il avec un sourire timide. « Et puis, je ne savais pas si j'allais accepter. Mon père veut que je reprenne le domaine. Tu sais, un silence s'installa entre eux, chargé de possibilités non exprimées, de futurs potentiels. « Il y a autre chose qui me retient, » confessa finalement Élodie. « Toute cette histoire avec ton père et Monsieur Lambert, je sens qu'il y a encore des vérités cachées, des choses que je devrais savoir avant de prendre une telle décision. » Julien hocha lentement la tête. « Je pense qu'il est temps que tu connaisses toute l'histoire. Et je sais exactement qui peut te la raconter. » Le lendemain matin, ils prirent la route ensemble dans la vieille Citroën d'Élodie. Julien la guidait à travers des chemins de campagne qu'elle ne connaissait pas, s'enfonçant toujours plus dans l'arrière-pays provençal. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle, après presque une heure de route. « Voir la seule personne qui connaît toute la vérité, » répondit Julien. Quelqu'un qui était là depuis le début. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison de pierre isolée, nichée au pied d'une colline. Un jardin méticuleusement entretenu l'entourait, éclatant de roses et de lavandes. Une femme âgée les attendait sur le pas de la porte, comme si elle avait su qu'il viendrait, grande, élégante, malgré ses cheveux blancs et son dos légèrement voûté. Elle les accueillit avec un sourire chaleureux. « Julien, dit-elle, embrassant le jeune homme, « et tu dois être Élodie, j'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Élodie, je te présente Élisabeth Leroy, » annonça Julien, « la veuve de Marcel. » La surprise se peignit sur le visage de Élodie. « Madame Leroy, c'est un honneur de vous rencontrer. » Élisabeth les invita à entrer, les guidant vers une véranda lumineuse donnant sur les collines. Des photographies ornaient les murs, des chevaux magnifiques, des scènes de compétition et beaucoup d'images des trois jeunes hommes que Élodie reconnaissait maintenant. Marcel, Victor et Philippe. « Vous êtes venus chercher des réponses, » dit Élisabeth, servant le thé dans des tasses délicates. Ce n'était pas une question. « Oui, » admit Élodie. « Je sens que je ne peux pas avancer tant que je ne comprends pas ce qui lie mon cheval à cette vieille histoire. » Élisabeth hocha la tête, ses yeux bleus emplis d'une sagesse tranquille. « Alors commençons par le début. Marcel, Victor et Philippe se sont rencontrés à l'École d'équitation de Cadre Noir il y a plus de 40 ans. Trois jeunes hommes brillants, passionnés, ambitieux. Ils sont devenus inséparables. » Elle se leva pour prendre une photographie sur une étagère. « Voici le jour où ils ont créé leur propre haras, les écuries du soleil. Marcel apportait la vision et le talent, Victor l'expertise technique et Philippe avait le sens des affaires, les connexions. » Élodie observait la photo. Trois visages rayonnant de fierté devant une modeste écurie, si différente des installations luxueuses du domaine Saint-Pierre. Tout allait bien pendant des années.
poursuivit Élisabeth. Ils développaient ensemble une lignée de chevaux exceptionnelle, combinant la puissance des étalons de Bresse avec l'élégance des juments espagnols. Puis Orage est né, le cheval parfait, celui qui allait concrétiser tous leurs rêves. Son regard se perdit dans le lointain. Et puis, j'ai commis l'erreur de tomber amoureuse de Marcel. Une erreur? Est-ce? Étonna Élodie. Philippe était amoureux de moi depuis des années, expliqua Élisabeth. Il ne me l'avait jamais dit directement, mais tout le monde le savait. Quand Marcel et moi nous sommes mariés, quelque chose s'est brisé entre eux. Elle soupira, le poids des souvenirs assombrissant son visage. Les tensions ont commencé à s'accumuler. Philippe voulait commercialiser la lignée d'Orage à grande échelle, en faire une marque internationale. Marcel et Victor préféraient une approche plus traditionnelle, plus respectueuse des chevaux. Et puis Marcel est tombé malade, intervint doucement Julien. Élisabeth acquiesça. Un cancer, foudroyant. En quelques mois, il est devenu évident qu'il ne survivrait pas. Sa voix tremblait légèrement. C'est là que la véritable tragédie a commencé. Elle se leva, allant chercher une boîte en bois sculptée dans un secrétaire. Marcel savait qu'il allait mourir. Il voulait protéger son héritage, sa lignée de chevaux. Alors, il a fait une chose que Philippe n'a jamais pardonnée. De la boîte, elle sortit un document jauni. Il a légué Orage et tous ses droits d'élevage à Victor, pas à Philippe, qui était pourtant son associé principal. « Pourquoi ?» demanda Élodie. « Parce qu'il savait que Victor respecterait sa vision, tandis que Philippe la sacrifierait au profit. » Elle reposa le document. Philippe était furieux. Il a intenté un procès, accusant Victor d'avoir manipulé Marcel pendant sa maladie. La bataille juridique a duré des années, ruinant les écuries du Soleil. Et au milieu de tout ça, Orage s'est blessé gravement lors d'une compétition. Une blessure dont il ne s'est jamais complètement remis. « Comme Tonnerre », murmura Élodie. « Exactement. Incapable de courir, sa valeur d'étalon a chuté. » Victor n'avait plus les moyens de maintenir le haras après toutes les procédures. Il a dû vendre Orage à un éleveur allemand. La lignée a été dispersée aux 4 vents. Élisabeth se tourna vers Julien. Pendant ce temps, Philippe a bâti son empire, le domaine Saint-Pierre, devenant l'un des plus grands noms de l'équitation française. Mais il n'a jamais oublié ni pardonné. Et Tonnerre dans tout ça ? Demanda Élodie, commençant à assembler les pièces du puzzle. Tonnerre est le petit-fils d'Orage, né dans un petit haras près de Dijon qui avait acheté une jument pleine issue de la lignée originale. Quand ce haras a fait faillite, ses chevaux ont été mis aux enchères. Philippe l'a repéré par hasard sur le catalogue, reconnaissant immédiatement les traits caractéristiques de la lignée Leroy. Mais il n'a pas enchéri, nota Élodie, perplexe. Non, confirma Élisabeth avec un sourire énigmatique. Il a fait quelque chose de bien plus subtil. Il a contacté Victor, lui parlant de ce cheval boiteux qui ressemblait tant à Orage. Sachant parfaitement que Victor, fidèle à sa promesse faite à Marcel, ne pourrait pas résister à l'idée de sauver le dernier descendant de leur création commune. Élodie écarquilla les yeux, comprenant enfin. Alors Monsieur Lambert m'a encouragé à acheter Tonnerre parce qu'il voulait honorer la mémoire de son ami, compléta Élisabeth. Et Philippe, en te proposant ensuite son aide, cherchait à récupérer ce qu'il considère comme lui ayant toujours appartenu, la lignée d'Orage. Un silence lourd s'installa dans la véranda ensoleillée. Élodie tentait d'assimiler toutes ces révélations, de comprendre les implications pour Tonnerre et pour elle-même. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Élisabeth se leva, l'invitant à la suivre dans le jardin. Là, à leur grande surprise, les attendait un cheval gris, au port noble malgré son âge avancé. « Voici Tempête », présenta Élisabeth, le dernier fils d'Orage encore vivant, le demi-frère du père de Tonnerre. Élodie s'approcha avec révérence de ce patriarche équin.
Tempête la regarda avec des yeux doux et intelligents, si semblables à ceux de Tonnerre. « Marcel croyait que les chevaux choisissent leur personne, dit doucement Elisabeth. Que certaines âmes sont destinées à se rencontrer. Tonnerre t'a choisi, Élodie. Pas Victor, pas Philippe, toi. » Elle posa une main ridée sur l'épaule de la jeune fille. « Ne laisse pas les querelles du passé décider de ton avenir. Ton chemin t'appartient, à toi et à Tonnerre. » Sur le chemin du retour, Élodie resta silencieuse, absorbée par ses pensées. Julien respecta ce silence, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour intégrer tout ce qu'elle avait appris. Ce n'est qu'en arrivant au domaine Saint-Pierre qu'elle parla enfin. « Ton père savait que tu m'emmenais voir Elisabeth ?»« Non, » admit Julien. « Il ne serait pas content s'il l'apprenait. Il préfère que le passé reste enterré. » « Mais ce passé définit notre présent, » observa Élodie. « Ces trois hommes, leurs choix, leurs conflits. Tout cela a façonné nos vies sans même que nous le sachions. » Ils s'arrêtèrent devant le box de Tonnerre. Elle et Talon les accueillit avec un hennissement joyeux, tendant son museau vers Élodie comme s'il sentait qu'elle revenait transformée par de nouvelles connaissances. « J'ai pris ma décision, » annonça-t-elle, caressant l'encolure de son compagnon. Pour Saumur, pour l'avenir, Julien la regarda avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. Et quelle est-elle? Avant qu'elle puisse répondre, des éclats de voix attirèrent leur attention. Dans la cour principale, Philippe Mercier et Victor Lambert se faisaient face, visiblement en pleine dispute. À côté d'eux, Antoine Durand du Haras national observait la scène avec une expression préoccupée. « Je crois que le passé nous a rattrapés, » murmura Élodie. Ils s'approchèrent juste à temps pour entendre Philippe lancer à Victor « Tu n'as pas le droit de t'immiscer, pas cette fois. Tonnerre va enfin corriger l'injustice que tu as commise il y a 30 ans. » « Injustice ?» rugit Victor. « C'est comme ça que tu appelles le respect des dernières volontés de Marcel. Tu n'as jamais compris que ces chevaux étaient bien plus que des machines à gagner de l'argent. » Antoine Durand tenta de s'interposer. « Messieurs, je vous rappelle que la décision finale appartient à Mademoiselle Deschamps. Tonnerre est légalement sa propriété. » « Élodie comprendra où est son intérêt, » affirma Philippe avec une assurance glaciale. « Le domaine Saint-Pierre lui offre des opportunités que Lambert ne pourra jamais égaler. Elle comprendra surtout que tu cherches à utiliser son cheval pour assouvir ta vengeance, » rétorqua Victor. Élodie fit un pas en avant, sa décision soudain parfaitement claire. « Je crois que je peux parler pour moi-même, » dit-elle d'une voix forte. Les trois hommes se tournèrent vers elle, surpris par son interruption et par la détermination qui émanait de sa jeune silhouette. « J'ai entendu vos versions de l'histoire, » continua-t-elle. « J'ai écouté vos demi-vérités et vos accusations. Mais au final, ce n'est pas votre histoire qui importe. C'est celle que Tonnerre et moi allons écrire. » Elle se tenait droite, transformée par les épreuves des derniers mois, par l'amour pour son cheval, par la confiance nouvellement acquise en ses propres capacités. « Demain, » annonça-t-elle, « je vous ferai part de ma décision, et j'espère que, quel que soit mon choix, vous le respecterez. » Sur ces mots, elle tourna les talons, laissant les trois hommes silencieux dans son sillage. Julien la suivit, un sourire fier illuminant son visage. Cette nuit-là, Élodie resta longtemps auprès de Tonnerre, lui parlant doucement dans l'obscurité apaisante de l'écurie. Comme si, d'une certaine façon, le cheval était le seul à pouvoir vraiment comprendre le poids des décisions qui l'attendaient. « Quoi que je choisisse, » murmura-t-elle, front contre front, avec elle et Talon, « ce sera pour nous deux. » Une nouvelle histoire qui n'appartient qu'à nous. Tonnerre hennit doucement, comme pour sceller cette promesse dans la nuit étoilée de Provence. L'aube se levait sur le domaine Saint-Pierre, baignant les écuries d'une lumière dorée. Élodie, qui n'avait pratiquement pas dormi, observait ce spectacle depuis le box de Tonnerre. Elle et Talon somnolaient paisiblement, inconscients des tempêtes émotionnelles qui agitaient sa jeune maîtresse. La journée qui s'annonçait serait décisive.
Dans quelques heures, elle devrait annoncer sa décision à 3 hommes dont les vies étaient entrelacées dans une histoire bien plus ancienne qu'elle-même. Et au-delà de ce choix immédiat, était tout son avenir qui se jouait. « Te voilà !» La voix douce de Julien la fit sourire malgré sa fatigue. Il tenait 2 tasses fumantes et lui en tendit une. « Café. »« Tu en auras besoin aujourd'hui. »« Merci », murmura-t-elle, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains. « Tu es levé tôt. »« Je n'ai pas beaucoup dormi non plus, » admit-il, s'appuyant contre la porte du box. « J'ai passé la nuit à réfléchir, à nous, à l'avenir. » Élodie leva les yeux, surprise par la gravité de son ton. « Et quelle conclusion as-tu tirée ? »« Que je te suivrai, où que tu ailles, » répondit-il simplement. « Saumur, ici, n'importe où. Ma place est auprès de toi si tu veux de moi. » Cette déclaration, prononcée sans emphase, mais avec une conviction tranquille, toucha Élodie plus profondément que n'importe quelle promesse grandiose. « Julien, » commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Ne dis rien maintenant, tu as déjà suffisamment de décisions à prendre aujourd'hui. » Il sourit, effleurant sa joue d'une caresse légère. « Je serai là, quoi que tu choisisses. » Ils restèrent ainsi un moment, partageant ce silence confortable qui en disait plus long que les mots, jusqu'à ce que les bruits du domaine qui éveillait les ramènent à la réalité. À 9 heures précises, comme convenu, tous se réunirent dans le bureau de Philippe Mercier. Victor Lambert était arrivé le premier, l'air tendu mais déterminé. Antoine Durand, du Haras National, avait apporté des documents officiels, prêt à finaliser une offre si nécessaire. Philippe Mercier, immaculé dans son costume sur mesure, présidait la réunion depuis son imposant fauteuil en cuir. Élodie, vêtue simplement d'un jean et d'une chemise blanche, se tenait debout face à eux, Julien légèrement en retrait pour la soutenir. « Mademoiselle Deschamps, » commença formellement Mercier, « nous sommes tous impatients de connaître votre décision concernant l'avenir de Tonnerre et le vôtre. » Élodie prit une profonde inspiration, puisant dans cette force intérieure qu'elle avait découverte au cours des derniers mois. « Avant de vous faire part de ma décision, j'aimerais dire quelque chose. » Elle regarda tour à tour les 3 hommes. « Pendant des décennies, vous avez laissé une vieille querelle empoisonner vos vies. Marcel Leroy est mort depuis longtemps, mais vous continuez à vous battre en son nom, chacun prétendant honorer sa mémoire à sa façon. » Lambert baissa les yeux, tandis que Mercier se raidissait visiblement. « J'ai rencontré Élisabeth Leroy, » continua Élodie, provoquant un hoquet de surprise chez Mercier. « Elle m'a raconté toute l'histoire, sans filtre. L'amitié que vous partagiez tous les 3, la passion qui vous unissait, et comment tout s'est fracturé. Cette femme n'a aucun droit de... » commença Mercier. Mais Élodie l'interrompit d'un geste ferme. « Elle a tous les droits. Elle était, épouse de Marcel. Elle a vécu cette tragédie de l'intérieur, et contrairement à vous deux, elle a su avancer, honorer le passé sans en être prisonnière. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Durand observait la scène avec un intérêt non dissimulé, visiblement impressionné par l'assurance de cette jeune fille face à ces hommes puissants. « Quant à ma décision, » reprit Élodie, « elle est la suivante. Je n'accepte aucune de vos offres. » La surprise se peignit sur tous les visages. Ni le domaine Saint-Pierre, ni le haras de M. Lambert, ni même le prestigieux Haras National ne sera la future maison de Tonnerre. J'ai décidé de créer mon propre chemin. Elle sortit de sa poche une lettre qu'elle déposa sur le bureau. J'ai reçu hier cette offre de l'Université de Montpellier. Une bourse d'études complète pour le programme de médecine vétérinaire, avec un arrangement spécial pour garder Tonnerre dans les écuries universitaires. En échange, je participerai à un programme de recherche sur la rééducation des chevaux de sport blessés. Lambert fut le premier à réagir, un sourire lent éclairant son visage. Tu vas utiliser ton expérience avec Tonnerre pour aider d'autres chevaux. Exactement.
confirma Élodie. Ce que nous avons accompli ensemble ne devrait pas être exceptionnel. Chaque cheval mérite une seconde chance. Mercier se leva brusquement, faisant le tour de son bureau. Son visage était indéchiffrable. Vous refusez tout ce que nous vous offrons pour un simple programme universitaire, c'est de la folie. Non, monsieur Mercier, c'est de l'indépendance. Élodie le regarda droit dans les yeux. Tonnerre ne sera pas le symbole de votre victoire sur le passé, ni celui de la fidélité de monsieur Lambert à la mémoire de votre ami. Il sera le symbole de ce qu'on peut accomplir quand on croit en quelqu'un, cheval ou humain, que tous les autres ont abandonné. Durand applaudit spontanément. Bravo, mademoiselle Deschamps, une décision courageuse et visionnaire. Mercier retourna à son siège, silencieux pendant de longues secondes. Puis, contre toute attente, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Marcel aurait adoré votre insolence, dit-il finalement. Il détestait les chemins tout tracés. » Il se tourna vers Lambert. « Victor, il est peut-être temps d'enterrer la hache de guerre. Tu ne crois pas ?» Pour Marcel. Pour ce que nous étions. Le vieil entraîneur parut déstabilisé par ce changement soudain, après toutes ces années. Justement, intervint Élodie. N'est-ce pas assez? Regardez ce que Tonnerre a accompli en quelques mois, de cheval condamné à champion en devenir. Si lui peut surmonter ses blessures, pourquoi pas vous? Un silence éloquent suivit ces paroles. Puis, lentement, Lambert tendit la main vers Mercier. Après une hésitation presque imperceptible, ce dernier la serra fermement. « Pour Marcel, » dit Lambert. « Pour Marcel, » répondit Mercier. Durand se leva, visiblement satisfait de ce dénouement inattendu. « Je pense que nous avons tous beaucoup à apprendre de cette jeune fille et de son cheval. » Il se tourna vers Élodie. « L'université de Montpellier a fait un excellent choix et je serai honoré de suivre vos progrès, peut-être même de collaborer avec votre programme de recherche. » Après cette réunion historique, Élodie se précipita vers les écuries, submergée par un mélange de émotions. Julien la suivit, silencieux mais présent, comprenant son besoin de retrouver Tonnerre. Elle étalon les accueillit avec son hennissement habituel, comme s'il sentait que quelque chose d'important venait de se produire. « On l'a fait, mon beau », murmura Élodie, enfouissant son visage dans l'encolure chaude du cheval. « On a tracé notre propre voie. » Julien s'approcha, caressant doucement le museau de Tonnerre. « Alors, Montpellier ?» Élodie se tourna vers lui, soudain inquiète. « J'aurais dû t'en parler avant, mais je n'ai reçu cette offre qu'hier soir et... Montpellier a aussi une excellente école d'agronomie, » l'interrompit-il avec un sourire. « J'ai toujours été plus intéressé par l'aspect agricole que par la compétition équestre. Mon père l'acceptera, avec le temps. » Le soulagement et la joie illuminèrent le visage d'Élodie. « Tu es sûr ?» Pour toute réponse, Julien l'attira contre lui et l'embrassa tendrement. « Absolument sûr. » 4 mois plus tard, sous le soleil éclatant de septembre, Élodie se tenait une nouvelle fois dans l'arène de Saint-Rémy, mais cette fois pour le championnat régional. Tonnerre, magnifique dans son harnachement, ne montrait plus aucun signe de sa boiterie passée. Des mois d'entraînement rigoureux, couplés aux soins attentifs de Élodie et aux conseils des meilleurs vétérinaires, avaient fait des miracles. Dans les gradins, ses parents, Camille et, plus surprenant, Philippe Mercier et Victor Lambert, assis côte à côte, l'encourageaient avec enthousiasme. Julien, qui l'avait aidé à préparer Tonnerre, lui adressa un dernier signe d'encouragement avant qu'elle n'entre en piste. Les minutes qui suivirent semblèrent suspendues dans le temps. Tonnerre, comme s'il comprenait l'importance du moment, exécuta chaque figure avec une précision et une grâce stupéfiantes. L'harmonie entre le cheval et sa cavalière était parfaite, née de ces mois de confiance mutuelle et de travail acharné. Lorsque la cloche finale retentit, un tonnerre d'applaudissements éclata. Élodie savait, avant même l'annonce officielle, qu'ils avaient réalisé quelque chose d'exceptionnel.
et la médaille d'or du championnat régional de dressage, catégorie jeune cavalier, est attribuée à Élodie Deschamps sur Tonnerre de Bresse. Sur le podium, la médaille d'or brillant sur sa poitrine, Élodie chercha dans la foule tous ces visages qui avaient jalonné son parcours. Ses parents, fiers aux larmes. Camille, exubérante comme toujours. Julien, dont le regard exprimait tant d'amour et d'admiration, et même Lambert et Mercier, ces deux vieux rivaux que Tonnerre avait finalement réunis. Mais c'est vers l'étalon que son cœur se tourna avec le plus de gratitude. Ce cheval boiteux que personne ne voulait aux enchères de Marseille était devenu un champion, prouvant que parfois, les trésors les plus précieux sont ceux que les autres ne voient pas. En descendant du podium, elle fut surprise de voir Élisabeth Leroy l'attendre discrètement à l'écart de la foule. « Marcel aurait été si fier », dit la vieille dame, les yeux brillants d'émotion. « Pas seulement de Tonnerre, mais de ce que vous avez accompli tous les deux. Vous avez guéri bien plus qu'une jambe blessée, Élodie. En effet, en sauvant Tonnerre, Élodie avait également contribué à guérir de vieilles blessures entre deux hommes qui avaient autrefois été comme des frères. Elle avait trouvé sa voie, son amour et sa mission dans la vie. Quelques jours plus tard, alors qu'elle préparait son déménagement pour Montpellier, Élodie trouva une petite boîte devant la porte de sa chambre. À l'intérieur, une clé ancienne et une note signée par Philippe Mercier et Victor Lambert. Pour votre nouveau départ, les anciennes écuries du Soleil vous attendent quand vous serez prête à revenir. Certaines histoires méritent une nouvelle fin. Tonnerre hennit doucement depuis son box, comme pour approuver. Élodie sourit, serrant la clé contre son cœur. L'avenir s'ouvrait devant eux, brillant de promesses et de possibilités. Ce cheval boiteux que personne n'avait voulu lui avait finalement offert le plus beau des cadeaux. Non pas seulement des victoires en compétition, mais la preuve indéniable que croire en quelqu'un peut transformer des vies entières. Que parfois, dans les âmes les plus brisées se cache la plus grande force. Et tandis que le soleil se couchait sur les collines de Provence, Élodie savait avec certitude que leur histoire ne faisait que commencer.